Dans la Meuse, Jouy-sous-Côte, 300 habitants et un village aux airs de France éternelle. La petite maison. C'est ici qu'a grandi Gisèle Niango. Retour dans la maison de ses parents adoptifs, avec sa meilleure amie de l'époque, Marie-Thérèse. Oh mon petit Mimi, Mimi, viens Mimi, Mimi viens. Alors tu vois quand j'arrive les chats arrivent, c'est rigolo. Hein. Une enfance d'après-guerre, difficile. Surtout pour Gisèle qui était adoptée, une fille de l'assistance. À l'époque, on jase beaucoup sur son compte. Cette petite aux yeux bleus, pourquoi parlait-elle allemand quand elle est arrivée ? Sa mère était sûrement une fille de mauvaise vie. Elle aurait couché avec les Boches. Gisèle était forcément stupide, incapable. Le frigo, c'est de maman. J'ai étonné beaucoup de monde parce que j'ai eu mon certificat d'études, puisque normalement, je vais être... Oui, elle devait ne rien être, quoi. Voilà, j'étais rien. Rien. C'est pour ça que j'ai jamais voulu... j'ai occulté tout ça parce que ça me faisait déjà beaucoup trop mal. Et je me suis dit, en étant adolescente après, oui, il faut que tu avances dans la vie, ne t'occupe pas de ça, avance. Aucune question pendant 60 ans. Mais à la mort de sa mère adoptive, Gisèle décide de traverser la rue pour interroger sa cousine Micheline. Elle avait 16 ans quand Gisèle a été adoptée. Micheline se souvient sûrement. Allez, on va voir ma cousine. Drin. Bonjour. Oh, mais tu es d'une beauté, laissez choix. La cousine n'a rien dit jusque-là, mais connaît une information capitale. Gisèle ne vient pas d'un orphelinat. Ses parents l'ont choisie parmi un groupe d'enfants qui venait d'arriver d'un train d'Allemagne. C'est pour ça qu'elle ne parlait pas un mot de français. Elle revient une fois. C'était une enfant qui était en bonne santé, forte, belle, souriante et tout. Peut-être un peu grognon quand même parce qu'il venait d'arriver. Voilà. Elle se fâchait, elle se roulait par terre. Elle était très coléreuse. Mais ce que maman savait. De quoi? Elle savait que je parlais allemand, mais elle savait d'où je venais. Oh, je ne pense pas. On venait d'Allemagne. Elle a eu juste les machins qui ont été donnés à l'hôpital, hein, c'est tout, hein, par l'hôpital. Hein. Moi, je ne pense pas qu'elle avait des tas de choses d'autres. Et puis, elle a voulu enfuir ça. Elle n'a jamais voulu qu'on en parle. Jamais. On n'a jamais su d'où est-ce que tu devenais, jusqu'au jour que tu t'es mis à chercher. Gisèle cherche, fouille et finit par trouver d'où elle vient en Allemagne. Une découverte bouleversante. On s'est aperçu qu'on était moi j'étais tout le temps dans des pouponnières nazies. Donc vous étiez un enfant des pouponnières nazies. Des pouponnières nazies de ma naissance jusqu'à mon rapatriement en France. Des pouponnières, plutôt des usines à bébés. Créées par le régime nazi, elles devaient produire et élever des milliers d'enfants de race pure. Le rêve enfin exaucé d'Adolf Hitler. Wir müssen einen neuen Menschen machen. Auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. C'est le programme Lebensborn. Créé par Himmler en 1936, un système organisé pour développer la race aryenne, repeupler l'Allemagne, regermaniser, développer des nazis pur sang capables de conquérir le monde. Une trentaine de centres Lebensborn sont créés en Europe occupée pour accueillir des mères au profil parfait. Les pères sont SS ou soldats, parfois déjà mariés. Qu'importe, pourvu que la race aryenne se développe. Une fois grands, les enfants devaient être confiés à des familles modèles, généralement SS. Sélection génétique, eugénisme. Le Lebensborn, source de vie en allemand, c'était le pendant de la solution finale, l'idéologie nazie dans toute son horreur. Aujourd'hui,
ces enfants du mal sont à l'âge de la retraite. Fontaine de vie, source de vie. À 65 ans, Gisèle Nyang'o découvre un passé qu'elle ne pouvait imaginer dans ses pires cauchemars. Sur les documents glanés dans toute l'Europe, Et voilà où j'ai été enregistrée. Alors, j'ai le parcours d'un enfant modèle du système Lebensborn. Régiment, Wiesbaden, Bad Pölzin. Là, je me suis effondrée. Là, j'ai pris conscience réellement de ce que c'était que le Lebensborn. C'est-à-dire, de quoi vous avez pris conscience? Eh ben, j'ai pris conscience qu'en fait, on était des enfants, sans père ni mère, que nous avait pris comme ça, comme des êtres, c'est même pas des êtres quoi, des objets. C'est lourd à porter. Mais on ne peut pas dire qu'on a honte. Enfin, je veux dire, c'est pas le mot, ça ne convient pas, honte. Je faisais partie d'un projet destructeur. Je me suis dit, mais tu fais partie de ça, mais jamais tu ne pourrais... J'ai des amis qui sont juifs, mais personne ne le sait. Mais je dis, jamais je ne pourrais. Mais me dire, moi, j'ai été faite pour les détruire. Vous n'existez pas. Ni père, ni mère, un état civil vierge avec des lettres gothiques pour seule racine. Comme le bébé Gisela, ils auraient été des milliers dans toute l'Europe. Et surtout, en Norvège. Car c'est ici que le plan Lebensborn a été le plus développé. Des femmes blondes, grandes, ariennes et loin des champs de bataille. Pendant la guerre, le pays viking était devenu une pouponnière géante. 8000 enfants auraient été conçus. À quelques kilomètres de la capitale, Gotthab, un des lieux clés du système. C'est ici que les meilleurs éléments étaient regroupés avant d'être envoyés en Allemagne pour être adoptés. En bas, il y a la salle à manger. Aujourd'hui, c'est une maison de repos pour personnes âgées. Tout a été réparé, mais c'est resté en l'état. Le directeur raconte facilement ce qui s'est passé ici pendant la guerre. Ça, c'est les infirmières de l'époque. Et là, des soldats allemands. Et là, c'est l'infirmière en chef. Et ici, voilà les enfants. Une fois les Allemands partis, que faire des enfants? La Norvège a peur de ces bébés nazis. Ce serait une 5e colonne, un danger pour la patrie. Le gouvernement décide de les déporter. Pourquoi pas en Australie? Mais les Australiens ont décidé de ne pas prendre ce groupe. Parce qu'ils pensaient aussi qu'ils seraient une menace pour leur sécurité. Et qu'est-ce qui est arrivé au bébé? Le dernier groupe a été envoyé dans une institution pour handicapés mentaux. Ils étaient handicapés mentaux? Non. Ils avaient du sang allemand. Forcément, ils étaient malades mentaux. Pendant des années, ces enfants de la honte grandissent dans l'ombre. Pour les rares qui ont eu la chance d'être repris par leur mère biologique, c'est le secret. Comme pour Sis. On lui a caché ses origines toute son enfance. Sa mère n'a jamais dit pourquoi elle l'avait laissé dans un Lebensborn. Là, c'est ma mère. Votre vraie mère? Oui. Je suis un produit de la honte. Les Allemands étaient haïs en Norvège. Bien sûr, personne ne devait dire que leur fille avait eu un enfant avec un Allemand. Donc ils ont essayé de cacher tout ça sous le tapis, comme on dit. Moi aussi, ils ont voulu me cacher dessous. Tout le monde disait, on n'en parle pas. Il ne fallait pas parler de moi. Mais moi, je suis qui? Je suis quoi? Depuis les années 90, elle milite avec d'autres victimes, comme Paul,
Paul faisait partie des derniers enfants Lebensborn, ceux qu'on a envoyés à l'asile. Il n'est jamais allé à l'école. Oh, c'est sympa de ta part, elles sont magnifiques. Tu es adorable. J'essaye. Depuis des années, il ne survit que de petits boulots. La dernière fois qu'il a essayé de revoir sa famille biologique, son grand-père l'a poursuivi avec une hache. Nous avons été mélangés à des personnes malades, alors que nous n'étions pas malades. Moi, j'ai passé 5 ans de mon enfance dans un hôpital. Je devais partager ma chambre avec quelqu'un qui était plus que malade, un dingue. C'est difficile à comprendre. Comment comprendre ça ? Les Allemands se sont bien occupés de nous pendant la guerre. Ce sont les Norvégiens qui ont mal agi dans les orphelinats. Depuis 1945, on a été maltraités et c'est la faute des Norvégiens. La faute de ceux qui travaillaient dans ces institutions. Ce sont eux qui nous ont maltraités. Aujourd'hui, c'est une vieille histoire. Une de celles qu'on préférerait oublier. Qui se souvient que le projet avait aussi des ramifications en France ? À côté de Chantilly, la Morlaix. On connaît la ville pour ses élevages de pur sang, moins pour son établissement Lebensborn. Ce château appartenait à la famille des Chocolats Meunier. Réquisitionné par les Allemands pour y installer une pouponnière, la seule du genre en France. Himmler l'inaugure en février 1944. C'est l'une des seules certitudes qu'on ait à ce sujet. Depuis, photos, papiers, documents, tout ou presque a disparu. Aucune trace. Quand l'association d'histoire locale a tenté d'en savoir plus, personne dans la ville ne se souvenait plus de rien. À peine quelques témoignages, sujet tabou. C'est peut-être effrayant d'avoir côtoyé ça de très près, pour les anciens. Je pense que ça doit jouer ça aussi. On se dit qu'on a côtoyé le diable quelque part, enfin, et que peut-être qu'on a peur qu'il en reste quelque chose. Le secret, jusqu'au bout. Même pour ceux qui recherchent leur propre identité. J'ai pris aussi les photos de ma sœur. Après 2 années de recherche, Gisèle Niango a fini par trouver. Sa mère était en Belgique. Alors, là, la voilà quand elle avait 20 ans. Elle s'appelait Ella. Quand Gisèle l'a retrouvée, elle était morte depuis quelques mois. Alors, la voilà là, et me voilà. Je trouve qu'on a la même pose, et on a la même allure. Pourquoi sa mère l'avait-elle mise dans un Lebensborn ? A-t-elle été désirée ou conçue par idéologie ? Gisèle ne le saura jamais. Je veux pas l'accabler, je l'accable pas. Je me pose des questions. Moi-même, je suis mère, toi tu es mère. T'abandonnerais pas ton enfant, enfin, même s'il y a une guerre, regarde en Birmanie, regarde ailleurs, qu'est-ce qu'on fait les mères ? On essaye de... On fait n'importe quoi pour son enfant. Dans cette énigme, il manque encore le père. Gisèle continue les recherches. Il s'appelait Albert Stark. Il était autrichien. Aujourd'hui qu'elle connaît son histoire, il y a des choses que Gisèle comprend mieux. Pourquoi elle est devenue puéricultrice et pourquoi petite, elle pleurait quand elle entendait parler allemand. Voilà pour ce reportage de Cécile Delarue, Philippe Jasselin et Alexandre Berne. Et nous sommes ici avec vous, Fabrice Virgili. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. Vous avez écrit votre dernier ouvrage, ça s'appelle « Naître
ennemis, les enfants des couples franco-allemands nés pendant la Seconde Guerre mondiale. On va bien sûr en parler. Vous avez aussi travaillé sur ces Lebensborn et vous en parlez dans votre livre. C'est quand même assez étonnant cette histoire-là, de se dire que à la fois d'un côté on exécutait, on éradiquait des populations entières de la surface de l'Europe et de l'autre côté on faisait ce laboratoire pour constituer cet enfant parfait. En fait, le Troisième Reich nazi a cette ambition de construire un Reich millénaire avec ce qu'il appelle la race aryenne. Et pour cela, il y a deux politiques, plutôt deux phases de la même politique. Exterminer d'un côté et au contraire renforcer d'un point de vue racial et raciste ce qu'ils considèrent être la race aryenne, la race supérieure, en faisant des enfants selon le critère racialement sain pour l'avenir. C'est fou. On peut renvoyer ça à la folie, mais en même temps, c'est... Oui, enfin, c'est un projet qui est politiquement pensé, réfléchi, qui est effrayant, qui est dans une logique raciste. Ces gens-là pensent le monde à travers cette grille-là. Et donc, il y a toute une hiérarchie. Eux se mettent au sommet de cette hiérarchie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils produisent des enfants les plus racialement purs, selon leurs critères. Alors vous dites, on parle de ces Lebensborn, mais vous dites dans votre livre que c'est quand même assez peu, 20 000 enfants à travers l'Europe, comparé à tous ces enfants nés de rencontres, là, cette fois, fortuites, ou tarifées, ou forcées, etc., entre soldats allemands et françaises, par exemple, ou soldats français en Allemagne et allemandes. Oui, tout à fait. Oui, parce que d'un côté, on a un projet nazi idéologique qui est de faire des enfants purs, et de l'autre, on a la rencontre entre des millions d'hommes et des millions de femmes sur l'ensemble du continent européen qui est imposée par la guerre. Ce sont des troupes d'occupation, ce sont des travailleurs forcés, la guerre. Mais on a exactement un brassage incroyable qui fait que à partir du moment où il y a occupation, à partir du moment où on va amener les populations de toute l'Europe sur le Reich pour les faire travailler, eh bien, il y a des rencontres qui vont se faire entre hommes et femmes, j'ai envie de dire de toute nationalité, mais bien sûr entre Allemands et Français également. On sait combien d'enfants sont nés de ces couples mixtes, si je puis dire? Franco-allemands? Oui. Les Allemands essayent de le savoir. Ils font des estimations qui tournent autour de 50, 70 000 pendant la guerre. En France? En France, uniquement. Et on peut estimer à près de 100 000 le nombre des enfants qui seraient nés de cette union. Il faut savoir des unions qui sont des amours interdites ou étonnantes, ou qui sont effectivement le résultat de relations tarifées, de relations forcées, de viols, de quoi? Alors, elles sont interdites dans la mesure où le mariage est interdit entre ressortissants soldats allemands et femmes françaises. Par contre, elles ont lieu, parfois ce sont effectivement des viols, mais aussi toute une série, pour la majorité, des relations consentantes, parfois tarifées, intéressés, mais toute la question de ces enfants, par exemple, tiennent beaucoup à dire qu'ils sont le fruit d'une histoire d'amour. Et on peut les comprendre, on a tous envie d'être le fruit d'une histoire d'amour. Et il y a des histoires d'amour. C'est frappant de voir comment certains de ces couples vont essayer, malgré les mutations, malgré les déplacements, de maintenir un lien, et parfois au-delà de la guerre. Pour d'autres... Il y a eu des vraies histoires qui sont poursuivies? Ah oui, bien sûr. Des couples qui se retrouvent après la captivité, ou qui, au moment de la retraite, vont se cacher. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entre eux, la fin de la guerre, la retraite, la défaite allemande marque la séparation, quand elle n'a pas eu lieu auparavant, si ces soldats ont été envoyés sur le front de l'Est. Mais parfois l'amour plus fort que la guerre. Ah oui, sans aucun doute. Et pour ces enfants nés de l'ennemi, comment on vit ça? Comment on vit ça? Tout dépend à quel âge on le vit. Il est sûr que juste après la guerre, finalement, on ne s'intéresse plus à eux. La société française ne s'est pas préoccupée de ces enfants, mais finalement, je dirais presque tant mieux pour eux, ni en bien ni en mal. C'est-à-dire qu'on les oublie. Eux, par contre, sentent bien dans leur famille, le père allemand a en général disparu. Parfois, ils ne savent même pas qu'il a existé. C'est devenu un secret. Ça devient un secret dont ils ont parfois des bribes d'éléments, donc qui va continuer à agir finalement dans leur tête. Parfois, ils le savent, mais ils n'osent pas poser la question, ils n'osent pas. On n'interroge pas ses parents, sa mère, son beau-père sur leur sexualité. Oui, ils le savent aussi parce qu'à l'école, on les traite de fils de Bosch. Et puis également, et sans qu'on les traite directement de fils de Bosch, l'atmosphère évidemment dans les années 50-60 n'est pas la germanophilie, donc ils ressentent finalement comme une accusation personnelle ce qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il va se passer souvent plusieurs décennies avant qu'ils commencent à chercher. Et cette recherche n'est pas évidente parce qu'ils cherchent, mais
à la fois il y a un père inconnu, donc fantasmé, et on espère le meilleur des pères, mais en même temps il y a une inquiétude. Si jamais il était à la Gestapo, si jamais c'était un SS, si jamais c'était un bourreau. Et donc leur recherche est souvent tenaillée entre ces deux aspects. Savoir ou ne pas savoir, voilà. Quel est le mieux. Ces enfants sont nés grâce à la guerre. Et ça, c'est difficile à porter, mais en même temps, on voit que c'est un phénomène qui n'est pas totalement isolé, qui concerne à l'échelle du continent des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'enfants. Merci beaucoup. Et si on en parlait avant l'interview, je précise que vous vous appelez Fabrice Virgili, vous êtes d'origine italienne, et c'est votre grand-mère qui, enfant, vous racontait ce qu'avait été l'exil, la fuite de Mussolini, l'arrivée en France, enfin bref, la guerre et l'histoire, et vous êtes arrivé par la peau, si je puis dire. Oui. Hein. Merci beaucoup d'être venu dans ce lieu d'histoire, de mémoire, nous parler de ces enfants de la guerre, naître ennemis, que ce soit dans les Lebensborn ou bien dans ces relations